Merci beaucoup, chers collègues. Donc, vraiment, je remercie la Société de son invitation pour vous parler de la lèpre, parce que souvent, dans plusieurs conférences, dès qu'on dit la lèpre, ils disent « Ah bon, vous êtes encore là à parler de lèpre ?» Donc, Éric Pichard m'a demandé de vous parler des nouveautés. Donc, je ne vais pas refaire un cours sur la lèpre. Et je dois dire que malgré la thématique d'aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer beaucoup de photos de lésions cutanées. Je pense que vous les connaissez bien. Donc, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis médecin microbiologiste, je ne suis pas dermatologue. Donc, je vais plutôt vous parler d'autres aspects. Alors, les derniers chiffres OMS que vous trouvez, je crois que Eric, tu m'avais dit que tu avais un pointeur. Bon, non, je fais avec ça. Vous montre en gros 210 000 cas, qui sont des nouveaux cas déclarés de lèpre dans le monde. Alors, vous voyez que ces cas sont représentés par 3 endroits endémiques. Le Brésil, 30 000 cas en gros, l'Inde, encore 120 000 cas, et l'Indonésie qui est pas loin des 20 000. À côté de ça, vous voyez qu'en Europe, en gros, 50 cas sont déclarés. Dans ces nouveaux cas, remarquez tout de suite qu'il y a tout de même 16 000 cas chez les enfants de moins de 15 ans, qui montrent qu'il y a encore une transmission de lèpre dans tous ces pays. Et ça va être un des objectifs de l'OMS, c'est diminuer le nombre de cas chez les enfants en se disant, au moins on n'aura que les anciens infectés, on n'aura pas des nouvelles infections. Et puis aussi 11 000 cas avec une grave invalidité, donc un grade 2 disability, ce qui va poser le problème de leur prise en charge. Donc vous voyez sur ce schéma de rapport du nombre de cas depuis 2008 à 2017 qu'il y a une petite diminution, il faut y croire, elle existe, mais elle est extrêmement faible. Et donc les nouveaux challenges, c'est de se dire pourquoi ça diminue pas plus et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça diminue plus. Alors pourtant, vous savez peut-être que l'OMS avait annoncé l'élimination de la lèpre. Mais l'élimination, c'est en fait une diminution de la prévalence en dessous de 1 sur 10 000 habitants. Donc, la majorité des pays ont atteint l'élimination, en particulier parce que si on regarde, bon là le graphe n'est pas de très bonne qualité, mais si on regarde, ça c'était la prévalence, 85, et là on arrive à 2000. Quand on compte la prévalence, elle est comptée sur la durée du traitement. Et donc, quand le traitement a été raccourci, eh bien, d'un seul coup, la prévalence a chuté terriblement. Donc, ça a été formidable de dire, voilà, c'est fini. Sauf que si on regarde bien et si on fait un modèle statistique, on se rend compte que finalement, on est probablement en dessous du nombre de nouveaux cas détectés. Et donc, probablement, on n'est pas efficace sur le dépistage. Alors, le diagnostic de la lèpre. Donc là, moi, je ne vais pas faire le cours, vous en savez autant que moi. C'est d'abord un diagnostic clinique avec des lésions dermatologiques qui peuvent être assez évidentes quand il y a des lépromes, un peu moins quand il y a une seule tache hypopigmentée, hypoesthésique, quand elle est toute petite, ou même quand elle est en forme multibacillaire, pour lequel, sur certaines peaux, ce n'est pas toujours évident. Bien sûr, les lésions nerveuses, neurologiques, avec, ici, un déficit, mais aussi l'hypertrophie des nerfs, que vous connaissez bien, et aussi le pays d'origine de la personne et le pays de vie. Sur le plan bactériologique, puisque moi, c'est ce que je fais principalement,
On est toujours avec les examens microscopiques de phrotite subdermique dans un grand nombre de pays, même si ça avait été arrêté. Et donc, soit c'est négatif, soit c'est positif, avec des très belles images de globis quand il y a un grand nombre de bacilles acido-alcoolo-résistants. La classification dermatologique de Ridley-Joplin, que vous connaissez sûrement beaucoup mieux que moi, donc avec toutes les formes de tuberculoïdes lépromateuses en passant par les borderline, qui est encore utilisée dans un grand nombre de pays, et en particulier en France, puisque les patients ont accès à des dermatologues. Et la classification de l'OMS, à qui on a beaucoup reproché d'une simplification, mais qui a été mise en place en 82 pour pouvoir décider du traitement et pour que ce soit simple dans tous les programmes et dans tous les pays, donc basé sur le nombre de lésions cutanées, donc 1 à 5 c'est possibacillaire et plus de 5 c'est multibacillaire. Et puis il y a l'atteinte neurologique qui peut aussi transformer un cas possibacillaire en multibacillaire. Donc ça, je ne vais pas y revenir, mais forcément, on va s'en servir. Alors, la bactérie, étant microbiologiste, vous savez que c'est Mycobacterium leprae, qu'il a été découvert par Armer Hansen en Norvège. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une maladie tropicale négligée, c'est une maladie mondiale qui n'existe plus dans l'hémisphère nord. Et encore, voire certains pays. La croissance, sur le plan microbiologique, la croissance est extrêmement lente. Vous connaissez tous la croissance lente de Mycobacterium tuberculosis, qui est de 20 heures, contre 20 minutes chez Escherichia coli, le temps de doublement. Pour M. leprae, ça va être de l'ordre de 20 jours. On a mis 14 jours. Mais comme ça ne cultive pas in vitro, tout ça est étudié par des cultures chez l'animal. Et chez l'animal, il n'y a pas beaucoup d'animaux chez qui on peut faire multiplier le bacille parce qu'il faut qu'il fasse un peu frais. Il se développe, justement, ça explique bien les lésions cutanées et nerveuses, pas à 37 degrés. Et donc, on a le modèle de patte de souris, nous qu'on utilise au laboratoire, qui a été mis en place en 60 par Shepard, et puis le tatou à 9 bandes, chez qui on s'est aperçu qu'on pouvait faire à ce moment-là une multiplication dans l'ensemble du corps, puisque sa température corporelle est plus basse. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à avoir suffisamment de bacilles multipliés pour réaliser le séquençage complet du génome. Donc ça, c'est Stewart Cole à l'Institut Pasteur. Vous savez que Stewart est maintenant directeur de l'Institut Pasteur. Et ça a été vraiment un des grands apports de Stewart dans l'étude de la lèpre et le développement de la biologie moléculaire, dont je vais vous reparler ensuite. Et puis, assez récemment, on a découvert un deuxième bacille lépreux, donc on appelle Mycobacterium lepromatosis, qui a été associé à une forme particulière clinique qui est la forme de Lucio, et pour lequel il y a encore, donc ça c'était au Mexique, et on est encore en train de chercher où il y en a dans le monde entier. Il faut d'abord faire le diagnostic, la trouver, c'est pas toujours évident. Alors, le traitement. Le traitement, vous savez qu'il est standardisé depuis 82 et il est un petit peu différent selon que vous avez une lèpre multibacillaire ou possibacillaire avec des formules combinées qui sont distribuées gratuitement par Novartis depuis 2000, donc qui sont envoyées dans les pays en fonction de la déclaration, de la notification des cas à tous les chefs de programme. Alors, la différence, la raison d'avoir différencié les formes PB et MB en 82 était basée sur le fait que dans les lésions MB, il y a beaucoup de bacilles. Donc, il a été jugé prudent d'associer 3 antilépreux, la rifampicine, la dapsone, la clofazimine, alors que dans les formes PB, comme il y a beaucoup moins de bacilles sur le plan microbiologique, en adaptant ce qu'on connaissait sur la tuberculose,
Et d'ailleurs, Jacques Grosset était encore dans le coup, hein, si vous l'avez connu. Donc forcément, il a appliqué ce qu'il avait connu sur la tuberculose. Et donc, dans la forme PB, on n'avait pas besoin de deux antilépreux suffisants, en particulier aussi parce qu'à cette époque, la résistance à la dapsone était une réalité, puisqu'on avait traité par dapsone en monothérapie pendant des années, les gens étaient traités à vie, dans les 20 à 30 années précédentes. Donc, on partait en 82 sur une résistance primaire et secondaire à la dapsone qui n'était pas du tout négligeable, et il fallait pouvoir éviter la sélection de résistance à la rifampicine. Bon, on verra qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent. Donc ça, et puis en 2016, moi je participe au Technical Advisory Group de l'OMS, du groupe lèpre depuis 2013, et en 2016, on a senti on va dire un vent de renouveau ou un changement de stratégie. La stratégie d'avant était, je ne vais pas dire principalement, mais a été menée pendant de très nombreuses années par les Indiens. Vous avez vu que l'Inde a 120 000 cas, donc d'une certaine façon, on pourrait dire, si l'Inde arrive à éradiquer la lèpre, finalement, le monde éradique la lèpre, quoi, en gros, hein, et le Brésil. Et donc là, il y a eu un changement de stratégie, donc ça, vous pourrez regarder sur le site de l'OMS les stratégies, avec, je dirais, des cibles qui sont calquées sur la stratégie de lutte antituberculeuse, et en particulier en disant on oublie la prévalence, on oublie l'élimination, parce que de nombreux pays avaient dit nous on a éliminé la lèpre, donc on ne fait plus rien, les labos c'est fini, les programmes managers c'est fini, la lèpre n'existe plus puisqu'on l'a éliminée. Or, c'était moins de 1 sur 10 000 en prévalence, mais bien sûr, il y avait toujours des nouveaux cas. Donc, centré sur le dépistage actif, alors que jusque-là, c'était du dépistage passif. On attendait dans les dispensaires que les gens viennent. Et on sait bien qu'on peut attendre très très longtemps avant d'aller consulter pour une lèpre. Et puis aussi un aspect politique d'annuler les discriminations. Donc il y a une grande réunion à Bangkok avec les ministres de la Santé des 17 pays les plus endémiques pour leur dire allez, maintenant c'est fini, les lois discriminantes sur les lépreux, c'est terminé. Il y avait encore de nombreux pays qui avaient des lois discriminantes et encore aujourd'hui. Et puis, en 2018, on a fait le premier travail utilisant la méthode GRADE, donc basée sur l'évidence, pour donner des recommandations sur le diagnostic et le traitement. Et donc, je vais rapidement vous montrer ces recommandations de 2018 et on pourra en discuter. Donc, cette version existe en anglais et en français sur le site de l'OMS. Alors, voici les principales recommandations. Oui, diagnostic de la maladie, de l'infection, le traitement et la prévention. On va voir ça un par un. Alors, le diagnostic. Alors là, c'est la diapositive en anglais, mais vous allez voir que il n'y a pas grand-chose à en dire. On ne recommande pas de faire de nouveaux tests pour le diagnostic de la lèpre. Ça reste basé sur la clinique. Donc, les lésions cutanées, hypopigmentées, hypoesthésiques ou rougeâtres s'il y a une réaction, les nerfs hypertrophiés ou en déficit, éventuellement des bacilles acido-alcoolo-résistants qu'on trouve en microscopie ou en anapathe. Voilà. Et les autres tests, en fait, il n'est pas recommandé de faire d'autres tests. Alors, ces tests ont quand même été évalués. Vous savez peut-être qu'il y a un grand nombre de tests qui visent à rechercher une réaction immunologique de l'hôte, donc d'abord des anticorps, et puis aussi des réactions cellulaires qui ont été développées, qui ont été étudiées. Alors ça peut être l'antigène PGL1, MMP1, alors ça peut être de l'ELISA, ça peut être du lateral flow, c'est-à-dire l'immunochromatographie. Néanmoins, tous ces tests, et même aussi bien sûr la PCR, tous ces tests n'ont pas montré une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Et là où je pense qu'il va être difficile d'en avoir un, c'est qu'on essaye d'avoir un test qui soit sensible et spécifique à la fois pour les formes PB, à la fois pour les formes MB, à la fois pour les TT, à la fois pour les LL. Et là,
Comment on sait que c'est très différent sur la base de la réponse immunologique, puisque c'est ce qui différencie la forme TT de la forme LL, forcément, on n'arrive pas à avoir un test qui soit actif sur tout, mais on pourra en discuter. Donc, aujourd'hui, pas de test biologique recommandé pour le diagnostic, en dehors de la microscopie, si vous y avez accès, ou de l'anapath. Le traitement. Alors, le traitement, il y a un changement. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur ce changement de traitement, puisque la question qui avait été posée, peut-on avoir le même traitement pour les formes PB et MB? En gros, pour toutes les formes de lèpre. Or, vous savez que pour la tuberculose, l'OMS a recommandé pendant très longtemps et encore aujourd'hui le même traitement pour toutes les formes de tuberculose, même si pour certaines formes, certains veulent prolonger la durée, mais en gros, tout le monde a le même médicament. Donc, c'est aussi ce qui a été décidé, c'est-à-dire, quelle que soit la forme, tout le monde va avoir les 3 antilépreux, dapsone, rifampicine, clofazimine. Il n'y a que la durée qui va changer. Dans les formes multibacillaires, comme il y a beaucoup de bacilles, on sait qu'il faut un temps minimum, et toutes les études qui ont cherché à faire que 6 mois de traitement ne sont pas extrêmement convaincantes pour dire il n'y a pas de rechute. Et le PB, on sait qu'il guérit en 6 mois. Donc, en fait, il s'agit de rajouter la clofazimine au traitement PB. Et dans les études de la littérature, pour le PB, il y a de meilleurs résultats avec les 3 médicaments. Donc, il y a un gain de la clofazimine, non pas sur la rechute, puisque à 6 mois les PB guérissent, mais sur la rapidité de diminution des lésions et probablement sur la prévention de certaines réactions dues à un effet qu'on ne connaît pas très bien de la clofazimine, vous savez, qui est attribué comme immunomodulateur. On pourra en discuter. Donc finalement, aujourd'hui, ça simplifie les choses, puisque c'est la même trithérapie pour tous les cas de lèpre. La durée est en fonction de la forme. Alors, bien sûr, pour le Novartis, ça simplifie, ça va être la même plaque pour tout le monde. Bon, il faut maintenant que l'organisation se fasse. Il y a encore beaucoup de pays qui ne reçoivent pas les plaques en nombre suffisant, mais voilà quelle est la décision prise. Alors, une décision qui a été aussi beaucoup discutée, c'est la chimioprophylaxie. Alors, la chimioprophylaxie, je ne vous ai pas refait l'historique, mais c'est quelque chose qui a été discuté depuis longtemps. Il y a eu des études avec la dapsone, avec la rifampicine, avec d'autres composés. Et qu'est-ce qui a été décidé? En fait, il y a une grosse étude qui a montré qu'il y avait un effet bénéfique, donc une diminution du risque relatif, quand on donne au sujet contact 600 mg de rifampicine, une dose. Donc ça, les chiffres sont là. C'est une étude assez importante. Vous voyez que pour 1000 contacts traités, 4 cas de lèpre sont évités. Voilà ce qui est le résultat de l'analyse. Alors, donc, ça a été recommandé, et c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit, cette recommandation. C'est la première fois que l'OMS recommande la prophylaxie. Alors, il y a d'autres schémas qui sont en cours d'étude, parce que on va voir tout de suite qu'une dose a eu un effet limité dans le temps. Et donc, il y a d'autres études auxquelles on participe. PLES++, c'est plusieurs antilépreux. EDCTP People, c'est les données, mais pas à tout le monde. Parce qu'en fait, tout ça vient de l'étude COLEP, qui est une étude faite par nos collègues des Pays-Bas, au Bangladesh, qui a commencé en 2002, dans lequel il y avait, vous voyez, plus de 21 000 contacts, 1000 cas index, et qui a montré une protection de 56% à 2 ans. Et vous voyez que cette protection diminue au cours du temps. Et ça, c'est justement une des questions posées, en se disant c'est probablement pas suffisant. Et puis aussi, il faut remettre les choses dans le contexte. Les gens restent habités là où ils habitent, et donc rien ne les empêche d'être réinfectés. Et parce que quand on regarde les chiffres de protection, vous allez voir que de façon assez étonnante, ils ne sont pas les mêmes selon qu'on est plus ou moins proche du cas index. Et en fait, les meilleurs chiffres,
ils sont sur les cas qui ne sont pas très contacts, qui ne vivent pas avec le malade. Donc, les neighbor social contact ou les not closely related. Et donc, ça, c'est un petit peu gênant parce qu'en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est quand même que les gens qui sont vraiment au contact aient une bonne prévention. Donc, ça, on pourra en discuter. Alors, pour la prévention, ce qui a été encore reconfirmé, c'est que la vaccination BCG est efficace, c'est-à-dire dans tous les pays où elle est faite à la naissance, il y a une protection. Par contre, dans la suite de l'étude COLEP, ils faisaient une revaccination et ils n'ont pas montré que ça avait un effet suffisamment efficace. Vous voyez, revaccination, bon, c'est à la limite de la significativité. Alors que le BCG, donc, ça veut dire surtout, ça me fait penser à ce qui a été dit sur la variole, ne pas arrêter le BCG, s'il vous plaît, dans tous les pays où il est fait correctement. Ça serait une erreur non seulement sur la tuberculose, mais c'est un autre sujet, mais aussi sur d'autres infections à mycobactéries comme la lèpre. Alors, moi, j'ai particulièrement travaillé ces dernières années sur la surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Vous savez que c'est quand même un sujet d'actualité pour l'ensemble des bactéries et des antibiotiques. Donc, il y a ce guide qu'on a élaboré avec l'OMS. Et en fait, il y a un réseau de surveillance de la résistance que l'OMS a monté en 2008, donc, duquel je fais partie, avec d'abord des centres volontaires. On a d'abord étudié les rechutes en se disant la résistance, ça va être plutôt les rechutes. Et puis après, comme il n'y avait pas beaucoup de cas de rechute, puisque avec le traitement MDT, il y a très peu de rechutes, on s'est dit il faut quand même travailler un peu sur les nouveaux cas, sinon on ne fera rien. Donc il y a un certain nombre de pays, vous voyez ici en particulier les pays les plus endémiques qui ont été inclus, d'autres pays de différents niveaux d'endémie, et ça va permettre d'avoir les chiffres de résistance. Alors d'abord, ces chiffres de résistance, on les a comment? Puisque je vous ai dit que ça ne cultive pas in vitro, donc on ne fait pas d'antibiogramme. Et les tests de sensibilité donc, se font dans la patte de la souris, ça c'est la souris blanche. C'est ce qu'on faisait au laboratoire depuis que je suis arrivée. Jacques Grosset était allé voir Shepard aux États-Unis, il avait monté ça à la Pitié. Donc ça existe toujours, sauf que la souris blanche, le bacille se multiplie, mais il ne rend pas la souris malade. Donc il y a un plateau qu'on ne peut pas dépasser. Alors aujourd'hui, on utilise aussi des souris nude, donc qui ont moins d'immunité, et dans lequel on peut dépasser ce plateau. Mais bien entendu, ça veut dire avoir 20 à 50 souris par expérience, les souris témoins, les souris à qui on donne la rifampicine, les souris à qui on donne la dapsone, etc. Vous imaginez le travail, il faut attendre au moins 6 mois, le plus souvent ça pousse à 9 mois, et donc on les garde 1 an, donc ça veut dire les armoires, etc. Bon, il y a un gros travail de fait par l'équipe de Grosset pendant longtemps. Aujourd'hui, on a un petit peu limité ce genre d'études. Il y avait dans le monde à peu près 20 labos qui faisaient ça. Aujourd'hui, il doit y en avoir 5. Un au Brésil, un en Inde, un aux États-Unis, un au Japon et nous. Donc, c'est pourquoi, quand on a eu le génome, le diagnostic moléculaire, on s'est dit ça va être quand même beaucoup plus simple. Et donc, on a assez rapidement commencé à faire de la PCR séquence, en particulier parce que les premières études qu'avait fait Stewart Cole avaient montré que, comme pour la tuberculose, les mutations qui donnent la résistance à la rifampicine surviennent dans une petite partie du gène RPOB qui code la sous-unité bêta de l'ARN polymérase. Et en fait, si on séquence cette petite partie, on trouve toutes les mutations. Donc, on a commencé à faire ça assez rapidement, ce qui permettait... Alors, d'abord sur la collection qu'on avait au CNR, pour bien montrer que c'était corrélé avec la résistance phénotypique chez la souris. Et puis une fois qu'on a vu que c'était corrélé, on s'est mis à le faire en prospectif.
Alors, pour les autres antilépreux, il y a eu la même démarche. Donc, l'adapsone, la résistance à l'adapsone a été d'abord montrée par Tom Gillis aux États-Unis. Et il y a aussi des mutations du gène FOLP1 qui code la cible de l'adapsone et des sulfamides, la dihydroptéroate synthase, avec 2 mutations préférentielles, tréonine 53, proline 55. Donc, si on regarde ces deux résidus, c'est assez facile, entre guillemets, de dire s'il y a une résistance. Pour l'ofloxacine, les fluoroquinolones peuvent prêcher toutes les bactéries et des mutations du gène GIR-A qui donnent la résistance. Et là encore, on a trouvé des mutations sur 2 codons impliqués dans la résistance aussi chez les autres bactéries. Par contre, il y a encore une énigme pour la clofazimine. On ne sait pas s'il y a vraiment de la résistance. En tout cas, on ne connaît pas les mécanismes. C'est une des raisons qui font dire que est-ce que la clofazimine a vraiment un effet antibactérien dans le traitement ou est-ce qu'elle est plutôt là comme un immunomodulateur. Je n'ai pas de réponse à apporter là-dessus. Alors, à partir de cette détection moléculaire, de façon un peu logique, puisque on étudiait déjà ce diagnostic moléculaire dans la tuberculose. Vous savez peut-être, dans la tuberculose, avaient été développées ces bandelettes qu'on appelle Line Probe Assay ou DNA Strip. Et donc, on a copié ça avec l'industriel Hein pour faire ce test d'évaluation de la résistance, puisqu'il n'existait aucun test commercial pour M-lépré, avec une bandelette et une bande qui vous permet de dire il y a de l'ADN de M-lépré dans ce prélèvement, après amplification par PCR, l'amplification d'un petit morceau du gène RPOB qui vous dit si c'est wild type, donc s'il n'y a pas de mutation, ou s'il y a une mutation, là sont les 2 mutations principales, l'amplification du petit morceau de GIR-A qui donne la résistance à l'ofloxacine et l'amplification du petit morceau de FOLP1 qui donne la résistance à la dapsone. Donc, grâce à ce test que Hein a bien voulu produire, on va dire de façon gratuite, parce qu'ils pensaient bien qu'ils n'allaient pas faire fortune avec ça. Heureusement que les tests contre la tuberculose étaient assez utilisés. Mais régulièrement, il dit « Oh, je vais arrêter ce test parce que vraiment, ça ne me rapporte rien. » Mais ça nous sert à faire le diagnostic de façon courante, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, voici quelques exemples de bandelettes. Donc, ici, on a toutes les bandes de RPOB wild type. On n'a pas les 2 bandes mutées, donc on va dire que c'est sensible à la rifampicine. Ici, il n'y a pas de mutation GIR-A, il y a les 2 bandes, le contrôle et le wild type. Ici, FOLP, le contrôle, le wild type. Là, par contre, vous voyez à côté qu'on a bien le contrôle, on n'a pas le wild type, mais on n'a pas non plus la mutation. Donc là, on est obligé ensuite de faire une PCR séquence classique, mais il n'y a que pour ces cas-là qu'on va la faire. Là, c'est une résistance à la rifampicine, il manque une bande wild type. Mais on n'a pas la bande mutée. Donc là aussi, on va faire une séquence. Ici, c'est pour GIR-A, donc on a la bande mutée et on a la bande contrôle. Donc là, c'est la souche résistante au quinolone. Alors, parfois, est-ce que j'ai un exemple? Parfois, on peut voir qu'il y a plusieurs amplifications, donc il y a des mélanges de populations. Donc, avec ces outils de biologie moléculaire, ça a permis de faire une étude internationale, donc avec tous les labos qui faisaient la surveillance, donc qui a été publiée en 2018 avec tous les collègues. Et c'est vrai, quand on voit les résultats, si on pense à staphylocoque doré et même à MTB, on se dit, oh, pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de souches. Néanmoins, ça a été un énorme travail. Donc, 19 pays, vous voyez, presque 2000 cas, 1000 cas de rechute en gros et un peu moins de nouveaux cas, avec 8% de souches qui ont montré une résistance. Quand je dis montrer une résistance, montrer une mutation qui donne la résistance. 75 souches rifampicine R, 87 dapsone R, 21 oflo R. Alors ça, on pourra en discuter. Vous voyez sur cette carte, donc, ont été mis en rouge les pays où il y a plus de 10 cas de résistance à la rifampicine, puisque bien sûr, c'est ce qui fait peur,
puisque ça veut dire que le traitement standard ne sera pas efficace pour guérir le cas. Alors le Brésil, l'Inde, voilà, il n'y a pas de... d'une certaine façon, il n'y a pas tellement de surprises, c'est là où il y a le plus grand nombre de cas, et là où les antibiotiques, comme vous le savez, sont utilisés de façon importante. Il y en a quand même quelques cas en Indonésie, vous voyez ici la Birmanie, ici la Colombie, et puis, alors, on va voir tout de suite, nous on est centre, je dirais, supranational pour les pays africains. Vous voyez qu'heureusement, dans les pays africains, il y a peu de résistance. Néanmoins, on va voir qu'il y en a quand même. Alors, pour ces cas résistants, d'abord, quel traitement on va donner ? Alors, il y a un traitement qui avait été recommandé il y a déjà longtemps sur la base des études faites chez la souris et puis quelques études faites chez l'homme. Donc là, on change tout à fait de registre parce que dans ce cas-là, c'est un traitement de 2 ans avec une prise quotidienne, avec d'abord 6 mois clofazimine, ofloxacine, mino ou clary, suivi de 18 mois par clofazimine et oflo ou clary. Donc, c'est un traitement qui est long, qui est difficile à mener parce que c'est tous les jours, et en plus, il n'est pas fourni gratuitement par l'OMS. Donc, dans les pays où sont diagnostiqués des cas, il faut qu'il y ait cette prise en charge. Et en plus, vous voyez qu'on a décrit des cas de résistance au quinolone. Ces personnes-là n'avaient pas été traitées pour une lèpre par quinolone. Ils avaient été traités pour une autre infection. Donc, il faut penser que si on a de la résistance à l'arifan, il faut sauver un peu, il faut prévenir la résistance à l'oflo, à l'amino et aux macrolides. Alors, si on regarde dans le détail, entre les nouveaux cas et les cas de rechute ou de retraitement, pour la résistance à la rifampicine, vous voyez qu'il y a quand même une plus grande résistance chez les cas retraités. Ça paraît assez logique, c'est un peu comme la tuberculose. Pour la dapsone aussi. Par contre, pour les quinolones, il n'y a pas de différence parce que les quinolones ont été utilisés pour une autre infection, que ce soit une prostatite, une infection urinaire, une infection cutanée, autre. Mais globalement, il y a plus de résistance chez les cas de rechute ou de retraitement que chez les nouveaux cas. Alors, dans les données OMS, nous, donc, comme je vous l'ai dit, on surveille un certain nombre de pays. Et depuis, dans la nouvelle stratégie 2016, c'est devenu obligatoire. Donc, chaque pays doit au moins tester tous ses cas de rechute, plus 10% de ses nouveaux cas. Alors, pour les pays qui n'en ont pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup de travail. Pour les pays comme le Brésil ou l'Inde, ils n'y sont pas encore. Bon, néanmoins, dans le bulletin 2018, l'OMS a montré ces chiffres, ce qui va permettre de suivre la résistance à la rifampicine. Vous voyez qu'elle est encore faible, on est inférieur à 10%. Néanmoins, ça existe. Alors nous, dans notre surveillance, donc, comme je vous l'ai montré, on surveille principalement les pays du continent africain, avec un peu plus de cas de Madagascar, parce que c'est un des pays qui est encore endémique par rapport aux autres pays qu'on surveille, comme le Bénin, le Mali, le Niger, le Tchad. Bon, le Pakistan, c'était au début, bien sûr, c'est pas en Afrique, mais on ne fait plus cette surveillance. Le Burkina Faso qui commence. Donc, globalement, les cas, vous n'êtes pas surpris, l'âge moyen est 34 ans, il y a quand même des enfants, et on a découvert quand même quelques cas de résistance, 3% globalement, ce qui est faible et ce qui est rassurant. Néanmoins, tous sont des nouveaux cas. Donc, on a l'impression que le résidu des monothérapies par la dapsone, etc., ça n'existe plus, probablement parce que les gens sont décédés et puis le nouveau traitement en 82 est efficace et ne sélectionne pas de mutants résistants. Mais on a quand même quelques cas ici, vous voyez, au Mali, de résistance dapsone, ici aussi au Bénin, à Madagascar. Mais on a vu quand même un cas de résistance à la rifampicine isolé à Madagascar, dans un endroit qui
était assez isolé, je n'avais pas d'explication, ou un cas de résistance au quinolone qui était justement chez quelqu'un qui avait été traité pour une infection cutanée par quinolone pendant plusieurs semaines, et il y avait eu une absence de diagnostic. Donc, il y a une surveillance qui est faite. Alors, en France aussi, on fait cette surveillance. Alors, en France, vous pouvez vous dire, bon, il n'y a pas de cas de lèpre. Bon, comme vous le savez, il n'y a pas de cas autochtones, mais il y a des populations migrantes des pays endémiques. Donc, vous êtes de temps en temps amené à suspecter un cas de lèpre et à envoyer un prélèvement donc, au centre de référence. Alors, on avait fait le bilan sur 2001-2015. Alors, vous voyez qu'on reçoit aussi des cas des DOM-TOM, donc de Mayotte. Mayotte est un des départements où il y a le plus grand nombre de cas de lèpre, en particulier puisque les Comores sont un pays très endémique, les autres îles des Comores, de Nouvelle-Calédonie, des Caraïbes, donc Martinique, Guadeloupe, de Polynésie, et puis donc ces populations migrantes qui, en France, vous savez bien, viennent principalement des pays africains, un petit peu d'Asie et quelques des Amériques. Globalement, la résistance, vous voyez, à l'Adapsone était la plus importante chez les rechutes, mais aussi chez les nouveaux cas. 3 cas de résistance à la rifampicine chez les rechutes et 2 cas de résistance au quinolone chez les nouveaux cas. Là encore, une prostatite et je crois une infection urinaire complexe aussi qui a été traitée pendant plusieurs semaines. Donc globalement, 11% de résistance. Bon, c'est pas négligeable, même si c'est rare. Avec en France beaucoup plus de résistance secondaire à cause des traitements qui ont été donnés dans les années 50, 60, 70, et en particulier dans les DOM-TOM, et un petit peu de résistance primaire qui sont plutôt vues dans les populations migrantes. Donc la lèpre en France, vue de l'OMS, je pense que vous n'arrivez pas à lire les lignes, mais je me suis un peu battue ces dernières années pour que quand même on paraisse. Parce qu'on est un certain nombre de collègues à voir des cas de lèpre, que ce soit, on a un réseau avec les dermatologues, avec les infectiologues, avec les microbiologistes, et désespérément, chaque bulletin de l'OMS, c'était France, non-reporting, non-reporting. Bon, donc on a fini par avoir accès à déclarer nos cas, et donc ça permet de suivre, mais vous voyez qu'il y a encore, il y a toujours des difficultés pour savoir si, par exemple, la Martinique doit déclarer à Amro ou doit déclarer à la France, ou que la Réunion doit déclarer à Afro ou à la France. Donc, bon, on va peut-être y arriver. Alors, au CNR, on publie chaque année, donc, dans notre rapport, le nombre de biopsies que nous avons reçues, donc qui sont les personnes suspectes, et le nombre de cas positifs. Donc, bien sûr, nous, on nous envoie principalement des suspicions de lèpre multibacillaire ou de lépromateuses au borderline. Vous voyez que ces dernières années, on reçoit à peu près 100 prélèvements par an. C'est un petit peu augmenté, et pour diagnostiquer environ 30 cas de lèpre, qu'on discute donc avec plusieurs d'entre vous. Et ça, on pourra en discuter. On voudrait améliorer cette discussion sur des cas potentiels. La surveillance de la résistance, donc, que l'on effectue depuis donc 2001-2018. Alors, comme je vous l'ai montré jusqu'à 2015, vous voyez qu'on a des cas, bien sûr, qui viennent des DOM-TOM, qui viennent des populations migrantes, des nouveaux cas principalement, mais aussi des rechutes, et donc une résistance primaire qui existe quand même, surtout à la dapsone, mais aussi les fluoroquinolones pour un autre usage, et puis la résistance secondaire qui est le reliquat du passé. Donc, on me pose la question, Eric me dit, mais qu'est-ce qui freine les efforts d'élimination? Donc, on avait essayé de lister un certain nombre de choses, mais ça, justement, ça sera ouvert à la discussion. Dans les pays endémiques, on se rend compte que la majorité des cas qui sont diagnostiqués sont des personnes qui n'ont pas accès au système de santé.
qui vivent dans des régions isolées, il n'y a pas de dispensaire, ils ne viennent pas, ils n'ont pas de médecin et ils ne sont pas vus. Des malades pauvres avec peu d'impact sur l'économie parce que finalement, ils ne sont pas vus non plus, ils sont négligés. Que la maladie n'a pas vraiment de douleur, elle n'a pas vraiment d'incapacité avant d'atteindre un stade très évolué. Donc finalement, ils arrivent au dispensaire seulement quand vraiment il y a des grosses lésions et qu'il n'y a pas de mortalité directe. Donc probablement, par rapport à d'autres maladies, les personnes ne viennent pas consulter. Dans les pays non endémiques, comme l'Europe ou les États-Unis, la maladie est difficile à diagnostiquer parce qu'on n'en voit pas beaucoup, que les médecins qui la connaissent, il y en a de moins en moins, etc., etc., et les microbiologistes aussi. Donc tout le monde pense que c'est fini, et puis on n'a pas de données à déclarer. Donc c'est aussi une discussion qu'on a avec Santé publique France, de savoir pourquoi la lèpre ne serait pas déclaration obligatoire. Ça, on pourra en discuter. Donc les challenges, puisque finalement, j'ai parlé de challenge. Dans la stratégie OMS, les nouveaux challenges, c'est stopper la transmission. Je vous redis, 16 000 cas chez les enfants, ça veut dire qu'il y a la transmission. Même dans des pays où il y a peu de cas. Par exemple, la République dominicaine, il y a peu de cas, et il y a toujours des cas d'enfants. Donc ça veut dire qu'il y a de la transmission. Et connaître les modes de transmission, quand vous commencez à y réfléchir, vous allez regarder la littérature, on sait très peu de choses, parce que justement, on n'a pas de modèle in vitro. Bien sûr, on sait que ça communique, qu'il y a un jetage nasal, etc., mais comment ça se passe vraiment, on ne sait pas trop. Bien sûr, on sait qu'augmenter le niveau de vie, diminuer la promiscuité, nous, ça nous a sauvés dans les pays de l'hémisphère nord et les pays développés, donc on pourrait simplement se dire, on va faire la même chose, ça va disparaître. Diminuer les séquelles et les invalidités, c'est pas si facile. La première chose, c'est dépistage précoce. Mais dépistage précoce, comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de lésions. Donc, il faut vraiment aller regarder. C'est pour ça que le dépistage actif n'est pas si facile, parce que la personne doit être déshabillée, regarder des pieds à la tête, etc. Ça dure longtemps. Donc, dans les enquêtes qui sont menées aujourd'hui, c'est vrai que le personnel y passe beaucoup de temps. Il n'y a pas de signe d'appel. Les réactions lépreuses sont encore un gros problème. On ne sait pas très bien ce que c'est, on ne sait pas très bien comment les diagnostiquer et on ne sait pas très bien comment les traiter et les guérir. Donc ça, les immunosuppresseurs, modulateurs ont été essayés. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Le meilleur traitement, c'est la thalidomide donc ça, et les corticoïdes. Donc ça vous montre le niveau de progrès thérapeutique qu'on a atteint. Traiter les séquelles, on a besoin des chirurgiens. Il y a des chirurgiens spécialisés, heureusement. Il y en a qui aident, des décompressions et autres. Combattre la discrimination, ça c'est un effet politique. Moi, c'est pas mon expertise, mais c'est vrai qu'il y a un grand nombre de pays dans lesquels il y a encore des lois excluant les lépreux. Et puis si ce n'est pas des lois, il y a un stigma où le lépreux est mis de côté, on ne lui donne pas de travail, on ne veut pas aller manger avec lui, etc., dans encore beaucoup d'endroits. Et ça on devrait être capable d'éliminer. Et puis aider à la réinsertion professionnelle, comme un peu toutes les maladies chroniques. Dans la partie thérapeutique, on a un traitement efficace, mais c'est sûr que si on avait plus court, plus simple et encore plus efficace, ça serait bien, actif en cas de résistance. Or, il y a très peu de recherches sur les nouveaux médicaments antilépreux. Il y a un tout petit peu. Prévenir la maladie, ce dont on rêve, dépister l'infection, comme pour la tuberculose dite latente, et puis la traiter. Mais on ne sait pas diagnostiquer l'infection. On n'a pas de test. Chimioprophylaxie, bien sûr, tout le monde trouve ça formidable. Mais à long terme, vous voyez qu'après 2 ans, c'est beaucoup moins efficace. Donc ça peut être bien, on va dire, chez nous, mais dans les pays endémiques, c'est sûrement insuffisant. Traitement de masse, vous savez que dans la politique générale de l'OMS, tout le monde rêve du traitement de masse. Je ne vois pas le traitement de masse avec la rifampicine, mais certains ont dû y penser. Le vaccin, il y a, au-delà du BCG qu'il faut conserver, de nombreux vaccins qui sont à l'étude, dont un vaccin indien, qui n'est pas si mal, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas. Donc, en conclusion, la lèpre n'a pas disparu. Il y a des nouvelles recommandations que je vous invite à aller voir
sur le site de l'OMS, parce qu'il y a beaucoup plus de détails, et sur le plan méthodologique, il y a tous les calculs qui ont été faits selon la littérature. Le traitement est standardisé et gratuit aujourd'hui, mais il reste individuel, pas de traitement de masse. Les connaissances, on en manque encore beaucoup, à la fois la transmission, la physiopathe, le diagnostic, le traitement, la prévention. Il peut y avoir de la résistance parce qu'on utilise les mêmes antibiotiques qu'on utilise dans le traitement d'autres infections. Je pense que c'est ça le risque. Donc si on avait des médicaments spécifiques, c'est pour ça que la dapsone, beaucoup de gens disent la dapsone, ça a des effets secondaires, mais je pense qu'il faut absolument la garder. Il y a encore de nombreuses questions. Et bien sûr, nous pouvons en discuter maintenant. Merci de votre attention.